Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo où je vais vous parler brièvement, de vous donner une photographie un peu d'ensemble au sujet de la paternité. Alors qu'est-ce que c'est que la paternité? Voilà, c'est le titre de cette vidéo. D'abord la paternité, avant de parler du père, je vais vous parler de la mère. La maternité, c'est la capacité de donner la vie humaine et donc biologique, hein, et puis d'accueillir le petit enfant et puis de le faire grandir dans l'apprentissage de la relation. Et aujourd'hui, au début, cette relation, elle est complètement fusionnelle et c'est une nécessité pour l'affectivité de l'enfant, donc c'est absolument bon. Et cette fusion va devoir et va de fait progressivement s'estomper. Donc j'aime bien dire que la maternité, il y a une forme d'arrachement progressif entre la maman et l'enfant. Et c'est assez douloureux finalement la maternité, puisque dès la naissance, il y a un premier arrachement. C'est la séparation physique de l'enfant et de sa maman. C'est une première diffusion. Et puis en fait, tout au long de la croissance de l'enfant, ça va être une succession de déchirements plus ou moins douloureux entre la maman et l'enfant. Évidemment, pour qu'une personne soit absolument libre de poser ses choix, il faut qu'elle soit libérée de tout lien qui ne sont pas délibérément choisis. Donc le mode relationnel fusionnel va devoir s'estomper pour laisser place à un mode de relation libre entre la maman et l'enfant, en particulier quand l'enfant devient adulte. Et ça se fait progressivement et naturellement. Donc merci à toutes les mamans parce qu'elles ont cette capacité à la relation, cet attachement ontologique, archaïque, naturel avec leurs enfants. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les hormones sont même sécrétées dans le corps de la femme pour susciter cet attachement. Donc c'est un petit coup de main de la nature pour s'assurer que la maman soit bien engagée auprès de son enfant et c'est vital au début de la vie de l'enfant. Donc c'est très bon. Simplement, on voit bien cette trajectoire vers l'état adulte de l'enfant qui va supposer que cet enfant devienne absolument libre et donc défusionné. Voilà. Et donc, dans ce contexte maternel, quelle est la place du père finalement, hein? Puisqu'il s'agit bien de ça, le père c'est une figure extérieure pour l'enfant, il n'y a pas de dimension fusionnelle, il n'y a pas un attachement viscéral entre l'enfant et son papa, ni entre le papa et l'enfant, hein. C'est un peu une découverte mutuelle, et peut-être avec beaucoup de curiosité de part et d'autre, à juste titre, puisque c'est extérieur. Le père pour l'enfant est extérieur, et l'enfant, pour le père, c'est un être qui est accueilli et qui va être découvert au fur et à mesure. Donc il n'y a rien d'évident dans la paternité, hein. Donc, à quoi sert un père fondamentalement? Un père, précisément, ça va servir, si on peut parler d'utilitarisme dans le domaine, d'aider l'enfant à devenir un adulte responsable. Responsable, ça veut dire être capable de poser des choix libres, et donc des choix éclairés par rapport à cette question du bien et du mal. Que chaque choix que je vais pouvoir poser dans ma vie, une fois adulte, hein, tout ça, ça va se faire de manière progressive, je vais le passer au crible du discernement. Savoir, est-ce que l'acte que je vais poser, il est bon, est-ce qu'il est vraiment sincère, il vient de mes tripes, ou est-ce que c'est une injonction implicite ou le désir de quelqu'un d'autre? Est-ce que je m'approprie totalement mon acte, et donc est-ce que j'en suis totalement responsable? Et là, le père va jouer une part essentielle, même si évidemment la mère a toute sa part à jouer, hein, mais la maman, ça va plutôt être dans une forme de détachement. Et puis le papa, ça va être une forme d'encouragement, de reconnaissance, de confirmation, d'encouragement à utiliser les forces intrinsèques de l'enfant
pour qu'il les mette en œuvre et qu'il en fasse un don finalement. Hein. Et c'est toute la dichotomie entre l'état infantile et puis l'état adulte. En fait, l'état infantile, c'est un état narcissique. Alors, je retire un peu la poésie de l'enfant parfait, mais l'enfant, en fait, il est dépendant. Donc, il joue dans le système de défense pour s'assurer que le monde autour de lui va s'occuper de lui. Ça c'est normal et c'est bon quand on est un enfant. Hein. Le narcissisme infantile, c'est nécessaire pour sa construction et même son autoprotection, dans une certaine mesure. Mais on voit bien que si j'ai pas basculé dans l'état psychique adulte à un moment de ma vie, et ça va se faire progressivement avec des étapes, eh bien, je vais rester un adulte narcissique, incapable de don et autocentré, donc à tirer tout à lui, avec tous les mécanismes de la manipulation, de l'emprise, etc., pour s'assurer que les autres autour de moi vont faire ce que j'ai envie. Donc ça, c'est la source de plein de problèmes relationnels, y compris les abus, quels qu'ils soient. Donc il y a un véritable enjeu pour que nos enfants soient de véritables adultes libres, responsables, et qui puissent du coup basculer dans le don généreux, total, gratuit de leur vie pour les autres. Hein. Voilà. Ça, c'est l'enjeu essentiel de la paternité, finalement. Alors évidemment, c'est un mouvement progressif qui va se faire dès le plus jeune âge de l'enfant et puis qui va aboutir jusqu'à l'âge adulte de l'enfant. Donc on voit tout de suite une nécessité de continuité dans la relation. Voilà. Mais le premier acte de paternité, quand la maman annonce au papa qu'il est papa, eh bien, c'est une nouvelle extérieure qui vient souvent nous bouleverser. En tout cas, moi, ça a été mon cas. À chaque fois, c'est toujours très, très touchant. Mais ça suppose de ma part un acte précis de choix. Je décide que cet enfant, déjà, est le mien, je le considère comme mien, et donc, je vais m'engager à m'en occuper, et à le faire grandir, et à en faire un adulte. Hein. Donc c'est un engagement qui est beaucoup plus large que l'enfant seul, puisque ça impacte également tout l'écosystème de la vie de l'enfant, c'est-à-dire que ça impacte directement le couple. Hein. Donc l'acte d'adoption, j'ai envie de dire, c'est le premier acte pour un papa de paternité. Ensuite, il y a le volet éducatif. Évidemment, je ne parle pas de l'instruction scolaire, où là, c'est l'affaire de l'école, mais de l'éducation, plutôt d'ordre moral finalement, relève complètement, alors évidemment, du papa et de la maman, mais le papa a une place considérable à prendre puisqu'il est là. Il est extérieur à l'enfant, hein, il n'est pas dans un cadre de relation fusionnelle. Donc en fait, il a une autorité naturelle qui lui donne une posture tout à fait unique et tout à fait particulière. C'est-à-dire que le père va amener au réel. Hein. Il va éduquer à l'apprentissage de la réalité, peut-être de la frustration du coup. Donc ça, c'est l'apprentissage du non peut-être. Et donc ça implique que le père, c'est le garant du cadre. Donc le garant de l'autorité, le garant de la loi. On sait qu'aucune loi n'est parfaite, sans quoi tous les pays du monde auraient rigoureusement les mêmes lois. Donc il ne s'agit pas de viser une règle parfaite, mais il s'agit de viser une règle claire, explicite, expliquée, et que les conséquences des sorties de route soient claires également et appliquées dans le cadre d'une sortie de route. Puisque l'enfant, il a besoin d'un cadre sécurisant pour grandir. Et donc, il a besoin de limites. Ces limites ne sont pas des contraintes pour l'enfant, c'est un cadre qui va le sécuriser. C'est-à-dire qu'au milieu de ce cadre, c'est l'espace de liberté totale. Et là, c'est mon terrain de jeu. Mais par contre, par sécurité, par protection, par éducation, parfois c'est arbitraire, eh bien, on va tenir le cadre. Et là, le père a une place à jouer considérable et ça relève de l'autorité. Alors, autorité, aujourd'hui, quand on parle d'autorité, on est un peu inquiet, etc. Mais pas du tout. L'autorité, c'est très sain, c'est très bon, c'est absolument nécessaire. Et l'autorité n'a rien à voir avec la violence. Donc, attention, pas d'amalgame.
Et je vais finir sur les deux éléments absolument fondamentaux de la paternité. J'aime bien dire que la maman va donner dans l'apprentissage de la relation affective l'amour de soi. Voilà. L'amour, la tendresse, voilà, voilà. Et l'enfant, là, il va entrer dans une relation de confiance. Voilà, en plus, au début de sa vie, il croit qu'il est sa mère, il ne défusionne pas, hein. Lui, il est en fusion totale avec sa mère. L'identité est confondue avec celle de sa maman. Donc c'est un espace de relation sécurisé. Le papa, c'est différent. Le papa, les deux s'adoptent en fait, hein. Le papa adopte l'enfant, l'enfant il adopte son papa, hein. Et donc ça va dépendre énormément de sa faculté de présence et d'attention. Mais je dirais que l'essence même de la paternité, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance consiste simplement à observer son enfant, de voir ses qualités, de voir les dons qu'il a reçus, hein, qu'on va découvrir. Mon enfant n'est pas mon clone. Et bien donc je vais découvrir cet enfant qui pourrait être très différent de moi. Et là, méfiance aux projections, hein, je désire que mon enfant soit comme moi. Ben non, en fait, il y a un acte d'abandon à poser à cet endroit-là. C'est quand il y a reconnaissance de ce qu'est l'enfant lui-même, pas de l'idée que j'en ai ou de ce que j'aimerais qu'il soit. Et cette reconnaissance, ça consiste simplement, c'est pas très compliqué, à révéler à l'enfant qui il est. Et qui il est, ce sont toutes ses qualités. Et là, il ne faut pas être avare de révéler à son enfant, que ce soit une fille ou un garçon, ses qualités, sa force, sa beauté, ses talents particuliers en mathématiques, en art, en sport, en qualité relationnelle, en qualité humaine, en qualité spirituelle, en qualité affective. Voilà, il y a 1000 qualités. Et donc là, le père, là, il met sa pudeur, son silence prude dans sa poche pour ouvrir sa bouche et dire, les yeux dans les yeux, à son enfant ses qualités. Et ça ne se fait pas à un moment particulier de la vie, ça se fait tout au long de sa vie. Pourquoi c'est impactant pour un enfant? Parce que le père, c'est une figure extérieure, c'est une figure objective. Hein, si ma maman me dit « t'es le plus bel enfant du monde », je vais entendre « je t'aime ». Et ça sera très bon, j'ai besoin de l'entendre, donc c'est très bien. Maman, ne vous privez pas. Par contre, quand mon père va me dire que je suis doué sur tel sujet et que ça sera intéressant que je développe ces qualités, parce qu'elles me sont acquises, elles sont ontologiques, elles sont en moi, je les porte comme un germe, reste à moi de les faire fructifier. Et bien, en fait, le papa est une figure objective extérieure, donc sa parole va être performative, elle va être puissante, elle va être très impactante pour l'enfant. Trop d'enfants crèvent de ne pas avoir entendu leur père confirmer leurs qualités, confirmer que ce sont des bons enfants, qu'ils ont plein de qualités. Et quelles qualités? Confirmer que les garçons sont forts, ils sont capables, parce que c'est notre doute. En fait, on doute tous de notre valeur. On a besoin de l'entendre d'un tiers objectif extérieur. Le premier qui nous apparaît dans notre vie, c'est notre papa. C'est ainsi. Donc il s'agit de reconnaître ses qualités et puis d'encourager à les utiliser, à les faire grandir, hein, puisque si on ne les arrose pas, elles vont se tarir et elles ne seront jamais déployées. Et le lieu de bonheur d'une vie, c'est le lieu de l'exercice de ce qu'on aime faire, ce qu'on aime vivre, là où on est bon, etc. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça finalement. Cette reconnaissance, elle va permettre une chose essentielle dans la vie des enfants, qu'ils soient filles ou fils, je le répète, c'est la confiance en soi. La confiance en soi ne peut apparaître que si j'ai des éléments, des piliers, des sous-bassements sur lesquels, des fondations sur lesquelles je peux m'appuyer. Je peux avoir confiance en moi si j'ai des qualités. Si on ne m'a pas révélé mes qualités, ou si j'ai entendu, pire, des horreurs toute ma vie de la part de mon père, des humiliations ou des paroles tranchantes, humiliantes,
eh bien, au contraire, ça va saper mes fondations, ça va saper ma confiance en soi. Donc l'enjeu de la paternité, c'est de donner la confiance en soi à l'enfant, si je résume en un mot. Pourquoi cette confiance est importante? Parce que l'enfant va devoir devenir libre, et pour être libre, il faut être un peu costaud, quoi. Il faut avoir son assise, hein. Il faut avoir ses fondations. Sans quoi, je vais me remettre sous la dépendance de quiconque. Ça peut être de rester sous la dépendance de ma maman, fusionnelle, ça peut être de rester sous la dépendance de mon papa, ça peut être de se mettre sous la dépendance d'une femme, d'un patron, de n'importe quoi. Donc ça va susciter des comportements relationnels inadaptés et qui vont me positionner, qui vont tout faire pour que, en fait, un jour, j'en sois victime. Donc il y a un véritable enjeu de la présence des papas. D'autant plus que la première séparation qui va devoir être faite par le papa, et souvent par l'enfant lui-même, c'est la séparation du mode relationnel fusionnel avec la maman. La maman, elle ne peut pas se libérer toute seule de ce mode fusionnel, relationnel. C'est ontologique, elle porte l'ADN de l'enfant en elle. C'est un attachement archaïque, biologique, hein, et on comprend bien que c'est difficile et c'est douloureux. Et bien, elle aussi a un travail à faire de consentir à cette séparation. Et c'est pas toujours facile, et c'est même toujours difficile. Le père va avoir un rôle à jouer, que ce soit vis-à-vis de la maman, pour dire « ma chérie, c'est super, mais là, je pense qu'il faut que tu laisses ton enfant s'envoler, parce que c'est important pour lui, sans quoi il va jamais être heureux. Et le bonheur de nos enfants, c'est bien ce qui nous anime. Donc, les papas, parfois, ont ce rôle difficile et compliqué. Et souvent, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie de s'engueuler avec notre épouse, de séparation vis-à-vis de la maman. Il y a un autre acte qui est de la séparation de l'enfant, de lui faire prendre conscience qu'en fait, il va devoir quitter le monde de l'enfance à un moment, et donc de quitter le monde maternel pour devenir un sujet adulte. Et en fait, le meilleur moyen pour que l'enfant puisse accomplir cette séparation dans la paix avec sa maman, eh bien, ça va être de lui donner confiance en lui, hein, pour qu'il sache où aller, qu'il prenne confiance, qu'il prenne de l'assurance, et puis qu'il s'impose, qu'il commence à émerger, qu'il commence à exister véritablement. Et il ne s'agit pas de rejeter maman, bien au contraire. Il s'agit de l'honorer, de la remettre à sa place, à sa juste place, de la même manière qu'on va remettre le papa à sa juste place. C'est-à-dire qu'on va passer d'une relation de maman-enfant à une relation de maman, hein, ma maman restera toujours ma maman, à adulte. Donc d'adulte à adulte, libre, égaux. Voilà, la maman va pouvoir continuer à donner ses conseils puisqu'elle a de l'expérience dans la vie et ils sont bons à entendre ces conseils et ils sont bons à respecter. Mais la décision va plus être prise par la maman, mais par l'enfant, le fils ou la fille. Et là, se joue l'acte de liberté, l'acte de choix conscient. Vous voyez? Donc c'est bon pour l'enfant, la maman et le papa que ce mouvement se fasse, y compris pour le papa. Le papa, au début, ça va être le papa et l'enfant, puis un jour, ça va être le papa et l'adulte. Il restera de papa toute sa vie, mais la relation sera d'adulte à adulte. On pourra même parler de relation fraternelle, de frère à frère adulte, et on pourra avoir une correction mutuelle d'ailleurs, dans les deux sens, pour ajuster nos comportements, puisque voilà, je connais personne qui est parfait, donc on apprend tous avec la vie, sur la route, en marchant, et c'est compliqué. Alors, la paternité, il y a quelques conditions d'exercice, hein. La première condition, évidemment, c'est la condition de présence. Hein, les séparations sont véritablement un drame pour l'exercice de la paternité, puisqu'on sait que dans 85% des cas, environ, les enfants sont confiés à la maman d'un accord complet entre les papas et les mamans, hein, dans la très très large majorité des cas, plus de 90% je crois. Donc voilà, il n'y a pas de dimension conflictuelle dans ce que je dis, il y a une dimension factuelle, objective, réelle, que l'enfant il va grandir plutôt avec sa maman. Donc ça, pour les filles et les garçons, ça va poser quelques difficultés dans la croissance. Donc il va falloir, dans le cadre de la séparation, compenser fortement et donc exercer sa paternité puissance 10, quoi, parce qu'il y aura moins de temps, hein. Donc
Cet acte de paternité, c'est la présence, c'est de choisir son enfant et de vivre avec lui, peut-être de tout faire pour éviter la séparation d'avec la maman, hein. Et d'en avoir bien conscience dès le départ, parce que souvent on est un peu fermé quand notre femme nous dit des choses nous concernant qui ne nous plaisent pas, et on ne sait pas très bien comment faire. Ça nous fait peur d'aller nous regarder le nombril pour aller voir nos comportements inajustés et leurs sources. Et bien là, c'est une invitation au papa à beaucoup d'humilité et à écouter leurs épouses sur ce point-là. La présence, c'est associé à l'attention. Je dirais peut-être même que c'est plus important, puisqu'on a des papas physiquement présents, mais complètement désengagés, inattentifs, inintéressés par leurs enfants. Ça, c'est un drame. C'est peut-être même plus dramatique que l'absence d'un père, hein, puisque un père absent, on peut s'en faire une idée symbolique. Un père qui est décédé, en fait, bah, il est décédé, mais j'ai une image symbolique de lui, j'ai des souvenirs, j'ai de ce qu'on va m'en dire, hein. Donc, par contre, un père présent qui est vraiment pas au niveau et qui est vraiment défaillant, du coup, ça pourrait être plus blessant pour un enfant qu'un père qui est pas là, hein. Donc, papa, c'est exigeant d'être papa et il va falloir être au niveau. Le jeu, c'est un excellent média de relation avec les enfants. En plus, les papas, ils aiment bien jouer, donc ça tombe bien. On reste des enfants toute notre vie, je crois. Et c'est bon d'avoir un contact physique avec son enfant, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille. Ça n'a rien de sexué, mais c'est... Voilà, l'enfant, il va avoir besoin de sentir la puissance masculine, que ce soit la fille ou le garçon. Le garçon, il va s'imprégner de sa masculinité dans le contact physique en particulier. Bah, la fille, elle va s'imprégner aussi de ce qu'est la masculinité. Et donc, ça va être déterminant pour le choix plus tard de son conjoint, d'avoir un rapport sain au corps d'un homme et qui n'a rien de sexué. Et le premier, euh, les enfants ont besoin de sentir le thorax de leur père. Et c'est important pour leur croissance. Souvent, on a du mal avec notre sentiment de légitimité parce que souvent, nos papas eux-mêmes n'ont pas reçu grand-chose, donc ils ne savent pas très bien quoi transmettre. Eh bien, il est temps qu'on fasse différent, qu'on se lève et qu'on ne se retranche plus derrière ce sentiment d'illégitimité pour se dire « Ah ben non, mais je ne suis pas légitime, je ne me sens pas légitime, donc je ne fais rien ». Non, ça c'est juste inacceptable, hein. Ce sentiment de légitimité, en fait, il est juste lié au fait que vous soyez le père. C'est ça qui vous rend légitime. C'est tout. Le reste, que vous ayez reçu ou pas, en fait, il n'y a pas de fatalité. Moi, c'est ce que j'observe avec les gars qui sont en prison. Eux s'en saisissent absolument. Et ben, je crois que tout le monde est au même diapason là-dessus. Aucun homme n'a reçu parfaitement la paternité. Par contre, on a tous cette responsabilité de décider ce qu'on va transmettre. Et en fait, je vais transmettre, je vais objectiver ce que j'ai reçu. Donc, ce que j'ai aimé, bah, je vais le transmettre et je vais peut-être même l'amplifier. Ce que j'ai reçu que j'aimais pas, qui ont été douloureux pour moi, eh ben, je vais l'arrêter. Point. Et puis, ce que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas reçu, eh ben, je me mets en œuvre, hein. Dès lors qu'on sait ce que c'est que la paternité, c'est comme une liste à la Prévert, ça tient en 10 points, et ben je vais décider de l'exercer. Voilà. Ça relève d'abord d'une décision, d'un engagement personnel à exercer ma paternité vis-à-vis d'un enfant, puisque si j'aime l'enfant, je veux son bien, et donc si je veux son bien, je fais ce qu'il faut pour lui donner le bonheur. Et en tant que papa, c'est ça, lui donner le bonheur. De tout faire pour l'aider à devenir un adulte. C'est certainement pas, par exemple, en l'humiliant, que ça va l'aider à devenir un adulte. C'est pas en l'ignorant que ça va l'aider à devenir un adulte. C'est pas en étant silencieux que je vais l'aider à devenir un adulte. C'est pas en m'engueulant avec mon épouse que je vais l'aider à devenir un adulte. Donc voilà, tout ça, ça impacte fortement nos vies, bien au-delà de uniquement la paternité. Ça impacte notre vie de conjoint, ça impacte notre vie de fraternité, de relationnel avec les autres d'une manière générale. Et ça impacte aussi notre vie de fils, hein, d'objectiver ce que nous-mêmes avons reçu. Cette, euh, cette dimension fraternelle, comment je suis avec tout le monde, et je terminerai là-dessus, ça parle en fait de l'exemplarité. Les enfants, ils ont besoin, pour grandir en confiance, avoir confiance dans le monde extérieur, nous qui en sommes le symbole, d'avoir des papas
exemplaire. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'un papa qui, même si l'enfant ne le sait pas, est pris dans les addictions, par exemple, y compris à la pornographie, par exemple, et bien ça, c'est juste inacceptable. Donc l'exemplarité, c'est ça qu'on doit travailler. Et c'est simple, hein, c'est qu'est-ce qui, dans ma vie, me rend fier de moi et qu'est-ce qui me fait honte. Et bien ce qui me fait honte, je dois absolument travailler pour lutter contre et devenir exemplaire. Et il ne s'agit pas d'être exemplaire en étant schizophrène, en montrant une façade parfaite, puis en ayant une double vie euh, à côté. Hein. Non, la force d'un homme, c'est sa vulnérabilité. C'est paradoxal ce que je veux dire. Mais la force d'un homme pour un enfant, la force d'un père pour un enfant, c'est quand un père sait reconnaître sa fragilité, sa vulnérabilité, sait reconnaître qu'il n'est pas un champion du monde partout, qu'un père va être capable de demander pardon parce qu'il n'est pas parfait. C'est très rassurant pour un enfant puisque l'enfant, il se sait fragile, il se sait dépendant, il sait qu'il n'est pas un champion du monde. Donc s'il voit son père comme une espèce de monument parfait, en fait, ça va être angoissant pour l'enfant et le garçon en particulier. Parce que lui-même sait qu'il n'est pas parfait, qu'il a ses fragilités. Donc quand un père se montre vulnérable, en fait, ça permet à l'enfant de reconnaître sa propre vulnérabilité. Et ça va en faire un être complet, associant l'humilité, qui est la reconnaissance de la vérité qui me concerne, c'est-à-dire que j'ai tous mes dons et mes talents, et c'est vrai. Et donc c'est de ça dont je m'empare pour construire ma vie. Puis j'ai aussi des fragilités, hein, des zones d'ombre, des zones où je ne suis pas à l'aise, où je ne suis pas OK. Et ben voilà, c'est ça la reconnaissance de la vulnérabilité, de la réalité. C'est ça d'être en vérité avec moi-même. Donc d'être père, c'est un rôle irremplaçable. Personne ne peut se faire ce travail à notre place. Mais quand le papa n'est pas là, il y a des moyens de substitution. Hein. Le seul lieu où je suis à peu près d'accord avec Carl Jung, c'est sur le fait que dans l'archétype féminin, anima, c'est une personne, une maman, il n'y en a qu'une. Voilà, et c'est irremplaçable, et on le voit bien, et c'est chouette. Et la personne représentant l'animus, l'archétype masculin, eh ben, c'est une figure collective. Donc, on peut dire que le papa, en fait, c'est un rôle structurant, un rôle social qui peut être cette paternité exercée par plusieurs personnes. Alors, le plus légitime pour exercer cette paternité, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est le papa. Hein. Tout le reste, les figures extérieures, les figures paternelles, des figures de substitution, resteront moins impactantes. Mais tout autant impactantes quand même, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai des souvenirs de paroles reçues par des profs, un oncle, un grand-père, d'autres figures paternelles, et des profs qui peuvent être des femmes également, puisque l'autorité confère cette autorité, eh bien, sont tout aussi impactantes dans ma croissance personnelle, dans ma confiance en moi. Hein, parce qu'elles m'ont dit des paroles de bénédiction, de reconnaissance, dont je me suis emparé. Hein. Donc ça, c'est pour nous rassurer, c'est que nous, papas, c'est pas anormal, scandaleux que nos enfants aillent chercher d'autres figures autour d'eux, d'autres figures paternelles. Et c'est très sain, au contraire, puisque moi j'ai mon caractère, j'ai ma manière d'être, j'ai mon regard sur mon enfant qui est jamais parfait, il est toujours à perfectionner, à purifier. Eh bien, c'est assez sain qu'ils puissent aller chercher une attention chez d'autres personnes, euh, puisque ce ne sont pas mes clones, et peut-être que si moi je suis artiste et que mon fils est complètement matheux, peut-être qu'on ne se comprendra pas toujours, et ben peut-être qu'il va trouver des figures paternelles chez ses profs de maths, par exemple. Hein. Et c'est très sain. On peut avoir des parrains, on peut avoir des oncles, des grands-pères, des amis, même qui peuvent servir ce rôle. Donc voilà. Donc papa, c'est le plus beau métier du monde, c'est ce qui nous dépasse et c'est ce qui nous fait nous dépasser nous-mêmes pour grandir nous-mêmes. Merci.